επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή χαρά μου, που είναι και χαρά του ελληνικού λαού, για την παρουσία σας στη χώρα μου που γίνεται από σήμερα και δική σας χώρα. Παρουσία που τιμά την Ελλάδα και μαρτυρεί την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ένταξή της στην κοινότητα. Η ιστορική αυτή ώρα οριοθετείται το τέρμα μιας πορείας και περιβάλλεται πανηγυρικό τύπο η ταύτιση των πεπρωμένων μας με την Ευρώπη. Επιθυμώ να ευχαριστήσω πρώτα την πολιτική ηγεσία των 9 χωρών της κοινότητας. Χάρη στην κατανόησή της και τις έγκυρες παρεμβάσεις της, υπερπηδήθηκαν πολύμορφες δυσχέρειες και επετεύχθηκε η υπογραφή σας συμφωνία. Επιβεβαιώθηκε έτσι για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είναι ούτε επιθυμεί να γίνει κλειστή λέσχη και μάλιστα λέσχη γνωσίων. Θεωρώ επίσης υποχρέωσή μου να εξάρω τη συμβουλή της Επιτροπής. Τόσο η Επιτροπή όσο και τα τεχνικά και διοικητικά στελέχη εργάστηκαν για τον σκοπό αυτό με επιστημονική ευσυνειδησία, αντικειμενικότητα και ειλικρινή αφοσίωση στην κοινωτική ιδέα. Τέλος, αισθάνομαι το χρέος να αποτίσω φόρο τιμής προς τους απότερους και εγκύτερους καπανείς της ευρωπαϊκής ιδέας. Προσωπικώς αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια αταντάντευτη πίστη στην αναγκαιότητα της Ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκουν σήμερα, ύστερα από 18 χρόνια, τη δικαίωσή τους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων έχει τη χαρά αλλά και την τιμή να φιλοξενεί τον πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, κύριο Βαλερί Ζισκάρ ντ'Εστέν, έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας, έναν από τους αρχιτέκτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Monsieur le Président, bienvenue en Grèce. Je vous remercie pour cette interview. Alors, dès l'époque que vous avez disposé l'avion présidentiel à Konstantinos Karamanlis pour qu'il puisse retourner en Grèce, il y a 35 ans. Pour les Grecs, vous êtes un philhellène fervent. D'où provient cet amour pour la Grèce? Il y a beaucoup de raisons. Alors, la plus simple, c'est l'éducation. Si vous voulez, dans l'éducation classique française, que j'ai eu comme petit garçon, comme lycéen, on apprenait le grec classique. On avait 2 heures de cours par semaine pendant 4 ans. Alors on apprenait l'écriture, la grammaire, les verbes. Au lycée, tout ça? Tout ça, en 4 ans. Et à la fin, on arrivait à lire à peu près un texte grec classique. Moi, je pouvais lire un dialogue de Platon, un peu difficilement, mais je pouvais. Donc c'est l'origine. Et ce qui m'avait frappé, c'était l'extraordinaire force de la pensée grecque de cette époque. Extraordinaire. Philosophie. Oui, c'était donc, pendant des années, j'ai lu les dialogues de Platon. Je les lisais en français, bien sûr. Et j'ai un livre dont une très bonne traduction dans la Pléiade.
Et c'est un des livres les plus usés de ma bibliothèque. Je l'ai lu et relu. Et alors ensuite, c'était enfin, une espèce d'idéalisme, parce que j'ai compris que notre langue, toute notre langue intellectuelle est grecque en fait. Ça. La structure est plutôt latine, la prononciation plutôt latine, mais les mots sont grecs. Oui. Tous les mots abstraits de la politique, de la philosophie, de la science sont des mots grecs. Et c'est pour ça d'ailleurs que je regrette un peu, je plains les Français qui ne connaissent pas la langue grecque, parce qu'ils perdent beaucoup de l'origine de leur propre langue. Έρχομαι ως αντιπρόσωπος του γαλλικού λαού. Ως μαθητής, ως φίλος και ως συνεταιρός. Et quand vous êtes devenu politicien, ça c'est devenu plus fort, cet amour pour la Grèce comme oui, politicien. Bien sûr, moi je suis venu pour mon voyage de noces, en fait, et dans une Grèce qui était encore très souffrante de la guerre, en fait. C'était les années d'après-guerre, la Grèce était très pauvre, en fait. Elle avait été occupée, il y avait eu des difficultés politiques énormes, et ainsi de suite. Et alors, ce n'était pas du tout le pays actuel. Par exemple, nous sommes allés à Thyra, à Santorini. Et à Santorini, on montait à Santorini sur des mulets. Il n'y avait pas de téléphérique. Ah oui, bien sûr. Sur des mulets, comme ça. À l'époque. Il n'y avait pas d'hôtel. Il n'y avait pas d'hôtel. Nous sommes allés dans une école. On nous a prêté une chambre. Et nous sommes ensuite allés visiter l'ancienne Styra, qui est au bout de l'île. Vous savez. Et nous y sommes allés à Mulet. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voiture. Et la ville d'Athènes était très différente. Et comme ça, vous étiez plus proche du peuple grec. Oui, en un sens, naturellement. Et puis alors, je parlais un petit peu, enfin je parlais le grec classique, mais quand vous parlez le grec classique, vous pouvez lire les inscriptions, parce que c'est les mêmes. Pour les hôtels, pour ça, c'est les mêmes mots en réalité. Donc je parlais un petit peu le grec et un peu le démotique pour la vie quotidienne. Le niveau de relation bilatérale est très haut. La phrase Grèce-France Alliance est historique. A commencé avec vous et Konstantinos Karamanlis, continué avec Andreas Papandreou et François Mitterrand. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est devenu Grèce-France Nouvelle Alliance, comme il a dit à son allocution au Parlement hellénique. Alors, comment est-ce que vous jugez l'importance des relations franco-helléniques? Bien, elles sont, comme vous le dites, elles sont très étroites, elles sont sans nuages, et elles manifestent, quand il le faut, une solidarité très forte. Parce que quand on a dit alliance, qu'est-ce que ça voulait dire? Après le retour de la démocratie en Grèce, avec l'arrivée de Constantin Karamanlis, en effet, que nous avons contribué à faire revenir. Vous avez disposé l'avion présidentiel. Voilà, il est arrivé. C'était un moment historique pour la Grèce. Χτυπάει το τηλέφωνο, άκουγε και εγώ μίλαγα. Βγαίνει από το μπάνιο που ήταν δίπλα του στο σπίτι με τις πιζάμες του. Μου λέει, δεν σου είπα να κάνεις γρήγορα να επιβεβαιώνεις και να κλείσεις το τηλέφωνο? Του λέω, δεν μπορώ κύριε Πρόεδρε. Λέω, πώς να κλείσω το τηλέφωνο? Είναι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, λέω αυτή τη φορά. Ήταν ο Ζισκάρ στο τηλέφωνο. Το πήρε, μου λέει, κάτσε εδώ πέρα. Είχε και το τηλέφωνο, πήρα και το δεύτερο ακουστικό. Ξέρετε, τα τηλέφωνα εκείνης της εποχής είχαν και ένα δεύτερο ακουστικό. Μου λέει, άκουσε και εσύ μου ξεφύγει τίποτα. Και όταν άκουσα ότι του είπε ο Ζισκάρ d'Estaing ότι διαθέτει εκείνος αεροπλάνο και θα τον ειδοποιήσουν σε μισή ώρα το πολύ από το κέντρο ΣΕ, να πούμε. Όμως θα γίνει, ενθουσιάστηκα εγώ, είχα γίνει, αφού ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μας διαθέτει, λέω, αεροπλάνο, λέω, θα περιμένουμε τώρα από το ΝΑΤΟ. Ο Ζισκάρ είχε έναν απέραντο θαυμασμό για τον Καραμανλή. Τον είχε γοητεύσει. Και όταν ήρθε εδώ πέρα, θυμάστε, ο Ζισκάρ λέει, πώς μπήκαν στην κοινή αγορά. Λέει, δεν βάλαμε την Ελλάδα, λέει, τον Καραμανλή βάλαμε στην κοινή αγορά, είπε ο Ζισκάρ, αν θυμάστε καλά. Et là, il y avait des menaces extérieures sur la mer Égée, parce qu'il n'y avait pas encore une stabilité politique complète. Et donc, le gouvernement grec, les autorités grecques, craignaient des incidents, craignaient une agression. Ils ont demandé notre aide.
Et nous avons mis au point avec Constantin Karamanlis un système dont on parle, en reparler, mais dans lequel nous apportions une assistance à la Grèce en cas de danger. Et donc c'est pour ça qu'on a pu parler en effet d'alliance. Et aujourd'hui, on a une nouvelle alliance. Bon, elle n'est pas tellement nouvelle, c'est la même, puisque vous avez cité... Qui continue. Oui, ça continue. Je crois qu'il vaut mieux inscrire ça dans la continuité, n'est-ce pas? Parce que c'est une vieille histoire qui remonte à la culture, qui remonte à l'origine, et qui remonte au fait qu'il n'y a jamais eu de conflit entre les Grecs et les Français, jamais, à aucune époque. Et qu'au contraire, au moment de l'indépendance de la Grèce, au moment des batailles qui ont eu lieu, des batailles navales, de l'installation du premier gouvernement grec à Nafplion, vous avez un monument sur la place de Nafplion, parce que c'est la marine française, l'armée française qui était là pour soutenir les insurgés. Donc c'est une alliance, je dirais, de naissance en quelque sorte, et qui se continue maintenant. Η Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα ενός ευρύτερου καταμερισμού του έργου με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η γεωγραφική της θέση, το πολιτικό της παρελθόν και το πολιτιστικό της επίπεδο προσφέρουν τις προϋποθέσεις της αναπτύξεως ευρύτερων οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων με το βαλκανικό και το μεσογειακό χώρο. Η Ελλάς είναι ο ακρίτας των ευρωπαϊκών συνόρων. Monsieur le Président, les Français sont traditionnellement des européistes. Étant donné que dans quelques pays de la communauté européenne domine l'euroscepticisme, comment peut-on préjuger l'avenir d'une véritablement Europe unie? Bon, pour l'instant, ce n'est pas très satisfaisant. Bon. Il ne faut pas raconter des histoires, il ne faut pas tromper les gens. Ça n'est pas très satisfaisant. On l'a vu au moment des élections, où il y a eu un peu plus de 40% de personnes qui ont voté, c'est-à-dire moins de la moitié. Haut pourcentage d'abstention. Oui, gros pourcentage d'abstention. Et un pourcentage très supérieur à la première élection. La première élection s'est faite quand j'étais président de la République. C'était juste au même moment, d'ailleurs, que l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne, c'est 1979. Il y a eu la première élection et la participation était beaucoup plus élevée. Parce que les gens mettaient de l'espoir dans ce que l'Europe allait pouvoir faire. Alors ils ont désespéré aujourd'hui, ils Non, ont de c'était l'ignorance, compliqué. indifférence. C'est quoi? Ils ne comprennent pas les D'abord, institutions l'Europe n'est plus la européennes. Excusez-moi. D'abord, l'Europe n'est plus la même. Elle s'est beaucoup agrandie. Alors, ces agrandissements, ils étaient nécessaires. Bon, il fallait les faire, naturellement. Seulement, ça a changé la nature. Parce qu'autrefois, les Européens se connaissaient bien. Les Français connaissaient Ils étaient plus proches. les voisins, etc. Et la Grèce, quoiqu'un peu éloignée, ils la connaissaient bien. Il y avait beaucoup de Grecs qui venaient travailler à Paris, dans des petits métiers, qui rentraient ensuite à Athènes ou dans les villes grecques. Donc il y avait des relations. Et après, l'élargissement? Moins. Moins. Et donc, si vous voulez, ça veut dire que les gens se disent, mais cette Europe, est-ce que c'est la nôtre? Bon, il fallait le faire. Donc il ne faut pas revenir en arrière, mais on n'a peut-être pas assez expliqué. On n'a peut-être pas assez consulté les gens et surtout, on n'a pas réformé les institutions. Ne comprend pas le vrai sens des institutions européennes. Non, et les dirigeants non plus. Les dirigeants, si vous regardez leur comportement, sont redevenus plus nationaux. Quand nous avions des réunions dans les années justement 80, 70, 80, dans ces réunions, nous, ensemble, dans le petit groupe, on cherchait le bien de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment va-t-on le faire, etc. Actuellement, quand il y a des réunions, les gens rentrent dans leur capitale et disent « j'ai obtenu ceci de l'Europe ». Pas du tout la même chose. Le problème, c'est d'organiser l'Europe. D'ailleurs, l'opinion le sait. Elle n'arrive pas à comprendre les mécanismes qui sont trop compliqués, il faut reconnaître. Il ne distingue pas le Conseil, la Commission, le Conseil de l'Europe. Le traité de Lisbonne? Pardon? Le traité de Lisbonne? C'est difficile à comprendre aussi? Oui, il est illisible. Vous me direz qu'on ne lit pas les traités, sauf pour s'endormir. Mais enfin, il est illisible. Non, et il n'y a pas de pensée simple
qu'on explique aux citoyens grecs ou français, voilà, je leur dis des choses simples. Au début, on leur disait une chose simple, qui était il n'y aura plus la guerre. Oui. Une chose simple. Ils étaient contents. Ah bon, il n'y aura plus la guerre. Non, c'est fini. Dans toutes nos familles, en Grèce, c'est pareil, il y a des souvenirs de guerre. Il y a eu des victimes, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont souffert, ainsi. C'est fini. Bon. Donc on disait une chose. Et maintenant, le peuple sont confusés. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il attend par la communauté européenne. Voilà. Alors, je crois que simplement, il faut leur dire ça. Il faut bien comprendre. Le monde actuel s'organise en grand ensemble. Grand ensemble. Les États-Unis, c'est un grand ensemble. La Chine devient un très grand ensemble. L'Inde, le Brésil. Bon. Nous sommes tout petits. On est perdus. La France. Donc, le problème maintenant, c'est la dimension. Si nous nous mettons ensemble, la dimension européenne est importante. Donc on peut défendre nos valeurs, défendre aussi nos intérêts, ce qui est tout à fait normal, mais on le fait avec l'appui de la dimension. Si on veut le faire individuellement, on ne peut pas. Et donc le peuple le sait, le sent. Ce qui fait d'ailleurs que même si les gens ne comprennent pas bien l'Europe actuellement, quand il y a un problème comme la crise actuelle, économique, oui. une grande crise, les gens, tout le monde dit... Qu'est-ce que l'Europe fait? Ils ont besoin d'être ensemble. Dans leur tête, ils voudraient qu'on soit capable de faire des choses ensemble. La France met souvent en question jusqu'où on peut s'étendre les frontières de l'Europe, de l'Union européenne. Alors, comment est-ce que vous imaginez l'élargissement de l'Europe de 27? Il faut s'arrêter. Bon, Jusqu'ici? Il faut vraiment s'arrêter. On a fait un élargissement énorme et très rapide. Pensez que quand la Grèce est entrée... C'était un choc, c'est-à-dire pour le peuple, cet élargissement rapide. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Si vous faites partie d'un club, d'une association, etc., que tout à coup, les membres de cette association, il y en a 2 fois plus. Ça change. Bon. L'Europe, quand la Grèce est entrée, c'est-à-dire 1979, n'est-ce pas, c'était encore un ensemble de 10 pays. Ouais. Maintenant, les 27, ils ne les connaissent pas. Si vous demandez de donner la liste, ils ne les connaissent pas. Donc, quand on leur dit on va continuer d'élargir, mais vous allez vous arrêter quand? Tous les pays ont des frontières. D'abord, il y a les frontières pour des raisons de sécurité, pour des raisons également d'immigration, il y a des frontières. Donc, on ne peut pas déplacer les frontières sans arrêt, indéfiniment. Donc, on a fait un grand élargissement, parce que le dernier, tout de même, n'est pas très ancien. Il n'est pas complètement fini, il y a encore des inégalités fortes de revenus, de conditions de travail et ainsi de suite. Donc il faut terminer cette affaire. Et je dirais pendant 20 ans, il ne faut plus parler d'élargissement. D'ailleurs, une des raisons du vote négatif de certains Européens, c'est l'élargissement, il ne faut pas se tromper. Alors l'élargissement peut changer la vision du début pour l'Europe unie? S'il y a de nouveaux élargissements, le projet initial est fini. Le projet initial, c'était un projet, n'est-ce pas, très, très intéressant, avec les gens qui le proposaient étaient des esprits très forts, et c'était l'idée de faire un ensemble européen, et finalement de terminer non pas avec un État européen au sens classique, mais avec un ensemble politique européen. Que par exemple, vous, au lieu de vous considérer seulement comme grec, vous diriez, moi je suis une grecque européenne, moi je suis un français européen, etc. Donc il y avait un vrai projet. À partir du moment où on l'étend à des pays très éloignés et qui ne partagent pas ce projet, qui n'ont pas du tout le projet est fini. Donc ça deviendrait une organisation régionale des Nations Unies, en fait, avec peu de pouvoir et peu d'influence. En finissant cette interview courte, je vais vous demander si vous voulez partager avec nous vos émotions pour la remise du prix pour le parlementarisme et la démocratie pour l'année 2009 par le président du Parlement hellénique, M. Sioufas. C'est une grande surprise, parce que je n'avais pas entendu parler, je ne savais pas qu'on avait pu penser à moi. L'année dernière, le Parlement européen, le Parlement grec a fait un très bon choix. Puisqu'il avait pris comme premier titulaire de ce prix Jacqueline de Romilly, une femme remarquable, qui a été ma marraine à l'Académie française. C'est la meilleure spécialiste,
probablement mondiale, j'ose pas dire en Grèce, je ne suis pas sûr, de la tragédie grecque classique. C'est-à-dire que sa période, c'est le 5e siècle avant notre ère, et c'est les grands classiques depuis donc 488 jusqu'à le début de la guerre du Péloponnèse. C'est ça sa période. Oui. Elle a une connaissance admirable des textes. Elle parle tout à fait le grec de cette époque. Et donc c'est la première qui a eu ce prix. Et moi je suis très honoré mais surpris parce que je n'ai pas autant de titres qu'elle. Et donc cela m'a pris par surprise, mais c'était un geste très délicat et très heureux dont je suis reconnaissant au président de la Boulée. Monsieur le Président, je veux vous remercier encore une fois pour cette interview. C'était un honneur pour moi, pour nous. Je vous remercie. Merci.